Salut à tous, il est 19h, on est en direct, on est surtout ravis de vous retrouver tous les soirs quotidiennement, de plus en plus nombreux. Au sommaire, mes invités honneur aux femmes, elle est magnifique, c'est Coco Das Vegas qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Comment ça va? Ça va super bien, merci. On est ravis de vous accueillir. On va parler de cette pin-up qui nous revient du pays des pin-up, les États-Unis. Juste à ses côtés, on parle toujours des Sébastien Loeb, des Ogier, des grands pilotes. Eh bien, ce sont les vrais passionnés de rallye. Il va s'engager. C'est notre pilote Alsace 20. On va le suivre. On va découvrir tout à l'heure l'auto dans lequel vous allez vous produire la semaine prochaine. En images, le magazine d'info régional, innovation, créativité avec le festival Langue en scène et l'entreprise My Busimil. Ça sera au sommaire. Profession réalisateur, c'est Zouer Chebal qui signe pour Alsace 20 le documentaire au temple Les Cultures, magnifique à découvrir ce week-end. Toute l'actualité de l'Eurométropole sera présentée par ce garçon, Tanguy Flores, aux manettes à 19h30. Et nous sommes en direct avec Anna Britz depuis l'Ozosphère. Salut Anna, je vois que vous êtes avec Thierry Danet. Bonsoir Lionel, je suis au port du Rhin sur le site de la COP où aura lieu dans quelques heures le festival de l'Ozosphère. C'est le festival des musiques électroniques, c'est sa 15e édition, sa 3e édition ici au port du Rhin. Et je suis en compagnie de Thierry Danet. Bonjour, vous êtes le directeur de ce festival. Tout est prêt, là on est à 2 heures du début? Oui, on est plutôt très prêt, voilà. Alors, c'est un petit peu difficile à imaginer comme ça, mais est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment ça va se passer dans 2 heures? Là, il fait encore jour, il n'y a pas grand-chose, il y aura des lumières, il y aura de la musique, il y aura beaucoup de monde. 5000 personnes sont attendues et c'est complet ce soir? Absolument, c'est vrai que cette soirée est complète. Celle de demain, pas tout à fait, mais il faut un peu se précipiter pour avoir des places. Effectivement, il y a évidemment donc 2 espaces scéniques qui est derrière moi dans la cave à vin, donc dans un des bâtiments de la COP, et puis l'autre qui est derrière avec une structure mobile qu'on rajoute pour l'occasion. Et puis il y a vraiment un travail de scénographie sur l'ensemble du site, nos traditionnels conteneurs qui sont toujours un élément marqueur, mais aussi tout un travail on a travaillé sur la question de la perspective cette année, sur la mise en perspective et sur le fait de tracer des perspectives dans ce site avec de la lumière, de la vidéo, du mapping, des choses plus ou moins interactives. Ce festival, ce n'est pas juste de la musique, c'est ça? C'est vrai que l'Ozosphère se donne comme objectif de créer des situations sous diverses formes. Là, on est vraiment sur une forme qui est centrée sur la musique. Il y a aussi une logique d'exposition. Là, on donne rendez-vous dans 1 an pour cette partie-là. Mais en tout cas, c'est vrai que il s'agit pas seulement de mettre des artistes sur scène, mais de créer une situation dans laquelle ces artistes vont jouer de façon très singulière. Alors les artistes, justement, ce soir, il y a quelques têtes d'affiche de l'électro, Geza Folstein, Fritz Kalkbrenner, pour en citer une poignée. C'est des artistes que vous avez suivis. Pourquoi les programmer? C'est vrai que ce sont des artistes avec lesquels nous avons une histoire assez fournie et il est vrai que voilà, l'Ozosphère est un événement qui est en articulation avec ce qui se passe à la laiterie toute l'année, donc des artistes aussi qu'on voit jouer à la laiterie régulièrement et pour lesquels on crée vraiment une situation tout à fait particulière. Un concert que vous attendez particulièrement pendant ce week-end? Ça c'est vraiment quelque chose que nous ne faisons jamais parce que on pense que d'abord tous les artistes qui sont programmés sont importants et puis que c'est vraiment la liberté de chacun de faire son chemin dans cette programmation. On vous remercie, bon festival. Donc je vous donne rendez-vous ici. Donc ce soir c'est complet, on vous l'a dit. Il reste encore quelques places pour demain. Et pour venir jusqu'au port du Rhin, des navettes ont été mises en place par la CTS. Voilà, amusez-vous bien ce soir à l'Ozosphère. C'était en direct. Il est 19h04. Place au journal. Il est présenté par Mélodie Schwertz. Et à la une de l'actualité, la finale du concours Ma thèse en 180 secondes. Souvenez-vous de cette doctorante strasbourgeoise. Eh bien, ça s'est déroulé hier et elle obtient la 2e place. En effet, Lionel, Marie-Charlotte Morin a obtenu le 2e prix du jury. Mais l'étudiante en biologie moléculaire a su conquérir la salle puisqu'elle a également remporté le prix du public. Elle était en concurrence avec 11 autres étudiants pour faire en seulement 3 minutes un exposé clair, concis et néanmoins convaincant de son sujet de recherche. Voilà, fille totalement brillante. Dans l'actualité également, une nouvelle action des antinucléaires. Ils envoient à François Hollande et Angela Merkel un livre qui dénonce le lobby. De quoi leur donner matière à lire et à réfléchir, ont déclaré les militants. Lassés du peu d'écoute dont font preuve la plupart des responsables politiques, selon eux, ils ont décidé de se faire entendre autrement. D'autres exemplaires du livre ont été envoyés à des responsables nationaux et des parlementaires alsaciens. Nos élus ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas, avancent les antinucléaires. Le salon régional de l'immobilier va ouvrir ses portes. Près de 6000 personnes sont attendues. Si vous voulez faire des bonnes affaires et vous renseigner, c'est le moment.
Un événement incontournable pour les futurs propriétaires, constructeurs, promoteurs, agents immobiliers, tous les professionnels du secteur sont au rendez-vous. L'occasion pour les visiteurs de venir s'informer, chercher des conseils ou obtenir des services personnalisés. On écoute Jean-Luc Petit-Poisson, dirigeant d'une agence immobilière. La plupart du temps, les clients qui viennent pour acheter, bien sûr. Et puis, lorsqu'ils sont investisseurs, il y a ceux qui veulent acheter pour eux-mêmes, partie de la clientèle, et l'autre partie de la clientèle, ce sont les investisseurs, et que par conséquent, eux ont des questions complémentaires pour tout ce qui peut concerner la location de leurs biens, la gestion éventuelle, et une des questions principales, c'est la garantie des revenus aujourd'hui, pour savoir si l'acte d'achat ne présente pas de risque, ou pas trop de risque, en tout cas pour eux, et c'est en cela qu'on peut leur apporter toutes les garanties pour les rassurer que leur acquisition sera bien faite et bien garantie s'ils s'accompagnent d'un certain nombre de mesures. Nous avons par ailleurs une très grosse activité de gestion et qui est complémentaire à l'acquisition, et pouvons nous aussi là intervenir pour faire tout ce qui est les actes de location et de gestion qui accompagnent donc l'acquisition d'un logement neuf. Les journées de l'architecture viennent d'être lancées. De nombreuses manifestations sont organisées pendant un mois pour faire découvrir le métier d'architecte. Un métier qui n'est pas forcément très apprécié du grand public. Trop cher, inutile, jamais sur le terrain. Voilà quelques-uns des clichés associés aux architectes. Les techniciens de l'espace misent donc sur ces journées de l'architecture pour rencontrer le public et mieux les informer sur leur activité. Explication de 2 professionnels. Et en général, le coût de l'architecte est bien inférieur aux économies qu'il fait ensuite réaliser quand il fait intervenir des artisans. Je pense qu'il y a beaucoup d'a priori sur notre profession. Je pense qu'on est soit des artistes un peu rêveurs, ou qu'on maîtrise pas les budgets, il y a beaucoup d'a priori qu'un architecte, soit c'est un constructeur, on construit des maisons, voilà. On est un peu tout ça à la fois, on est une sorte de chef d'orchestre. Et il y a un manque de culture architecturale en France, ça c'est évident, quoi. On est totalement accessible, je dirais, et à la portée des gens, c'est-à-dire dans la discussion, dans l'écoute. Donc c'est ça qui est important, c'est de pouvoir accueillir les gens, discuter avec eux et les écouter, et pas du tout leur vendre quelque chose. C'est de participer avec eux à leur projet en amenant nos propres compétences. Les professionnels du patrimoine et les responsables d'associations pour personnes handicapées se sont rencontrés aujourd'hui. Des sites naturels au musée en passant par les monuments historiques. L'objectif est d'améliorer l'accessibilité des personnes handicapées à tous les lieux de patrimoine. Débats et réflexions communes étaient organisés à Mulhouse pour trouver des solutions et améliorer les conditions d'accès. Reportage de notre correspondante orinoise, Émilie Jaffrat. L'événement est devenu tradition. Le musée Electropolis de Mulhouse accueillait les 5e rencontres handicap et patrimoine naturel et culturel. Table ronde, atelier, un événement humain qui permet le partage d'expériences concernant l'accessibilité aux personnes souffrant de handicap. Un événement sous l'égide d'EDF. La fondation EDF, qui existe depuis 30 ans, a vraiment centré ses actions sur le soutien à la solidarité. D'ailleurs, le credo, c'est solidarité pour tous. Et en particulier en Alsace, donc je suis là, mais derrière moi, 3000 salariés d'EDF et d'électricité de Strasbourg qui sont très engagés dans les actions de solidarité. Le musée Electropolis a été précurseur en la matière. Il est le seul dans le Haut-Rhin à détenir les 3 labels. Les labels personnes à mobilité réduite et handicapées mentales, et depuis 2007, le 3e. Pour l'accueil des personnes sourdes et malentendantes. Un long chemin qui a commencé par la formation de son personnel. Les transformations ne sont pas forcément très visibles, ce sont des petits détails, genre contraste de nez de marche, plan un peu mieux contrasté pour se promener dans le musée, boucle magnétique à l'accueil, ce sont des petites choses, mais c'est vrai que nous avons surtout axé sur l'accueil et la médiation humaine. En France, l'échéance du 1er janvier 2015 concernant l'accessibilité des lieux publics aux personnes en situation de handicap ne pourra être tenue du fait du retard accumulé depuis 2005. Des délais seront donc accordés. Certaines villes tirent cependant leur épingle du jeu. Mulhouse n'est pas en reste, même s'il reste de quoi faire. Le musée historique a eu l'opportunité de faire installer un ascenseur, mais qui ne peut desservir que le 1er étage. Nous sommes dans un bâtiment qui est classé et donc c'est assez délicat. À Mulhouse, un grand chantier sera entrepris en 2015 pour rendre accessible le temple Saint-Étienne. Et peut-être d'autres idées seront retenues suite au partage d'expériences de cette 5e journée handicap et patrimoine. Et tous les journaux se terminent par l'image du jour, présentée, préparée et sélectionnée par Olivier Anne. Peut-être
L'image du jour, ce sont des bancs très convoités, ceux du Sénat. Et pourtant, cette campagne est passée presque inaperçue ces dernières semaines. Il est vrai que les sénateurs ne sont pas élus au suffrage universel, mais par de grands électeurs qui sont eux-mêmes d'autres élus. De plus, en Alsace, on sait déjà que dimanche soir, les changements seront rares, si on accepte le retrait de Jacques Bigot et l'arrivée de Guy-Dominique Kennel. 19h10, la météo, elle est signée de Nicolas Haussmann. Y a-t-il des bonnes nouvelles pour le week-end? Réponse. Goûtez au plaisir de la cuisine agencée selon vos envies et laissez-vous séduire par des concepts originaux chez Alsace Cuisine à Célestat et Colmar. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Alsace 20, la chaîne Alsace. Tout de suite, voyons ensemble les prévisions pour ce week-end qui s'annonce plutôt rayonnant. Nous commencerons cette journée de samedi avec de belles éclaircies, un léger ciel de traîne dans le nord de l'Alsace ainsi que dans le nord du Bade-Wurtemberg, mais globalement tout est très bien. Les températures plutôt douces au lever du jour, elles sont revues à la hausse avec une valeur maximale de 13 degrés toujours dans le nord de l'Alsace et du Bade-Wurtemberg, comptez 12 degrés dans l'agglomération strasbourgeoise, mais également du côté de Fribourg. 11 degrés sont attendus dans le Haut-Rhin et 7 degrés qui sera la valeur minimale pour le canton de Bâle. L'après-midi, bien peu de changements, toujours de belles éclaircies et on ne va pas s'en plaindre. Les températures, quant à elles, devraient tout de même atteindre une des valeurs telles que 24 degrés, toujours dans l'agglomération strasbourgeoise. C'est encore trop chaud pour la saison, comptez 23 degrés en moyenne dans le Haut-Rhin, mais également du côté de Fribourg, 22 degrés de Saverne à Lauterbourg, 22 degrés également à Baden-Baden et Karlsruhe, et puis 21 degrés qui sera toujours la valeur minimale chez nos amis suisses. Alors à quoi s'attendre pour cette journée de dimanche? Eh bien tout va très bien, regardez-moi ce temps vraiment radieux, toujours des températures trop hautes pour la saison avec 24 degrés en moyenne dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin, comptez 22 degrés en Allemagne dans le Bade-Wurtemberg et puis 21 degrés toujours outre-Rhin du côté suisse. Alors pour finir, eh bien, nous embrassons les Saint-Vincent de Paul ce samedi 27 septembre. Le soleil se lèvera à 7h22 pour se coucher à 19h16. Nous perdons encore 4 minutes de soleil. Je vous retrouve demain pour la météo. Excellent moment sur Alsace 20.